Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour cette soirée à fort teneur émotionnelle, j'ai envie de dire. C'est une soirée autour de la thématique de la sororité et de la guérison. Autant vous dire que c'est du lourd. On vit dans un monde que je trouve à la fois complètement effrayant, mais aussi complètement excitant. On est vraiment dans ce moment de bascule où tout peut tourner à n'importe quel moment. Et je crois que ce qu'il y a de plus important quand on peut créer des niches d'amour, des niches de sens, des niches de soutien, et j'espère que ce sera le cas ce soir, et ben qu'on puisse se donner la possibilité de galoper ensemble, de créer du sens ensemble, et d'être des sœurs ensemble. Voilà. Je vais maintenant vous présenter les 3 personnes formidables que j'ai autour de moi. Alors je vais reprendre mes notes pour éviter de dire des bêtises. Mais on va commencer avec Flesh Love. Je pense... Oui, on peut l'applaudir pour commencer. Alors, tu t'appelles Amina Kadeli à la ville, mais je vais t'appeler Flesh Love parce que tu t'exprimes surtout ce soir en tant qu'artiste, mais aussi en tant que femme. Et je crois que cette identité d'artiste, elle te nourrit presque complètement. Enfin, tu t'es beaucoup construit autour, peut-être que je me trompe, on y reviendra. Si tu t'exprimes ce soir, c'est aussi parce que tu as sorti dernièrement un album qui s'appelle Guérison. Et que dans cet album, tu vas puiser très profond pour justement réparer toutes sortes de choses qui te sont arrivées. Et on y reviendra. Tu es une artiste protéiforme, multidouée. Tu touches à toutes sortes de domaines avec beaucoup d'aisance. Et puis je pense que tu as quelque chose d'un peu d'une guerrière des temps modernes avec la musique et avec les trans que tu induis dans tes spectacles. Plus ou moins d'aisance. Je pense que tu peux prendre ton micro. Non, plus ou moins d'aisance. Mais on y va en tout cas, on essaye. Ensuite, je vous présente Sylvia Lippi. Sylvia Lippi, elle est psychanalyste, elle est de formation philosophique. Avant ça, elle était comédienne, elle fait beaucoup de claquettes, c'est une grande sportive. J'ai arrêté. Je crois savoir que parfois, ça reste encore un petit exutoire. Alors, tu es docteur en psychologie et psychologue hospitalière à l'établissement public de santé Barthélemy-Durand d'Étampes, c'est à Paris, sauf erreur. Et tu as écrit ce livre que j'ai trouvé à la fois hyper excitant, mais un peu effrayant par moments, parce que je connais pas non plus très très bien la psychanalyse, mais c'est une pure plongée en fait dans l'histoire. Et en fait, Sylvia Lippi, elle a peut-être pas l'air, mais c'est une punk. C'est une sacrée punk parce qu'en fait, elle met vraiment la psychanalyse cul par-dessus tête, elle la retourne comme un gant. Et en fait, la personne qui a motivé ce livre, c'est Valérie Solanas, que vous connaissez peut-être dans le public. C'est une des figures les plus punk du féminisme. C'est elle qui a failli tuer Andy Warhol, qui voulait complètement éradiquer les hommes. On y reviendra aussi dans cette table ronde. Cette figure, elle est... à la fois la folle géniale et le symptôme. Mais je n'en dis pas plus pour le moment. Et puis, à côté de moi ici, c'est Nina Langesand. J'espère que je prononce bien. Tu as dit comme si c'était du sable, Langesand. C'est bien ça? Ok, je te propose de prendre ton micro. Oui, long sable, exactement. Long sable. C'est un peu bizarre, mais... C'est pas bizarre parce que ton parcours aussi, on pourrait galoper des heures parce que tu es une artiste aussi, toi aussi protéiforme. Tu as commencé dans le théâtre, mais tu as fait des beaux-arts avant ça. Après, oui. Enfin, il y a eu différents moments de ta vie où tu t'es autorisée aussi à aller dans différentes directions. On te retrouve autant au théâtre qu'à la télévision. On te voit dans des films. Moi, je t'ai croisée à plusieurs reprises à Locarno. Tu es la co-créatrice d'un collectif qui s'appelle Art et Care. Art et Care, c'est un endroit pour se réparer ensemble, entre artistes, et pour créer aussi du sens, du spectacle, de la performance, avec d'autres femmes qui partagent d'autres personnes, qui partagent les mêmes valeurs. Et je crois que c'est un endroit qui répare le monde aussi. On y reviendra. Voilà, donc on peut vous applaudir pour commencer cette... On va commencer avec cette question, pour entrer fort dans le sujet.
On va commencer avec toi, Mina. C'est quoi ta définition de la sororité? C'est complexe parce que moi, pendant très longtemps, je ne savais même pas que ce mot existait. Donc, en plus, en France, c'est fraternité, on entend solidarité, mais sororité, c'est un mot que je ne connaissais pas. Et j'ai découvert une grande autrice qui s'appelle Audre Lorde, femme noire américaine queer qui est décédée depuis, qui a écrit un livre qui s'appelle Sister Outsider. D'ailleurs, je vous invite à aller lire ses œuvres qui sont absolument incroyables. Et elle parlait de cette question de sororité tout en, et c'est ça que j'ai trouvé passionnant, en prenant en compte nos différences sociales, culturelles, religieuses. Et donc pour moi, je ne sais pas s'il y a une définition fixe de la sororité, mais en tout cas, c'est d'abord une reconnexion à soi, à son énergie féminine aussi, qui je ne trouvais pas toujours valorisée dans un discours commun, même si ça change. Et avec cette reconnexion à soi, il y a la possibilité de se connecter aux autres aussi. Voilà, moi c'est... Et du coup de former une constellation ensemble. Mais il y a d'abord un enracinement nécessaire pour pouvoir propager ses racines et faire le mycélium, là, tout le monde, l'espèce de connexion entre les arbres incroyable. Il faut commencer par soi. Merci beaucoup. Pour toi, Nina, ta définition de la sororité, ça donnerait quoi? Merci déjà pour ce que tu viens de dire de sister outsider. Et c'est peut-être un peu ça, de se sentir pas seul, de se sentir seul et tout à coup pas seul, et de penser je suis aussi un peu outsider, mais j'ai mes privilèges aussi, mais de retrouver, par exemple, je pense à Lorraine Bastide, la philosophe française, qui est au Grutli le 13 juin l'année passée, et qui dit tout à coup moi aussi j'ai peur, moi aussi je me sens pas du tout sûre, moi aussi j'ai des doutes, moi aussi j'ai pas la solution, et du coup je me sens liée. Ou c'est peut-être ma copine qui vient de me dire bien sûr t'as le trac pour ce soir, c'est normal, ou je connais, ou c'est peut-être ma copine à 14 ans qui est encore une copine, mais c'est un peu se sentir seul et lié en même temps. Et j'aimerais juste ajouter quelque chose, parce que je viens d'entendre une Franziska Schutzbach, et je crois que c'est aussi ça, Franziska Schutzbach, qui parle, parce que moi je vais voir la pièce de Léa Moreau, et elle parle de Hannah Arendt, qui dit on est né seul, et en fait on cherche tout le temps d'être ensemble, et après on est dans la famille, on est peut-être dans un mariage, on est peut-être maman, on est peut-être sœur, et puis elle dit la seule chose où vraiment, et je comprends plus sororité dans ce sens amitié, la seule chose le seul endroit où vraiment un peu tu peux retrouver plus librement de ne pas être si seul, c'est dans des amitiés. Et puis du coup sororité, c'est un peu comme, c'est bien d'utiliser ce mot parce qu'il faut lutter ensemble, mais je crois qu'il ne s'agit pas trop de famille, évidemment, mais du coup amitié, je comprends la sororité. Et en allemand, c'est Geschwister. Et Geschwister, juste là, quand on parle aujourd'hui de sororité, alors attends, fraternité, sororité, Geschwister en allemand, et c'est un peu comme sister, c'est un peu comme si les siblings, là, les frères et sœurs, il y a plus le sœur dans le Geschwister. Je suis juste dit, c'est drôle. C'est étonnant, en allemand, j'avais jamais réalisé. C'est vrai. On peut être des Geschwister aussi ce soir, alors ça me va. Merci beaucoup, Nina. Merci. Oui. Et pour toi, Sylvia, cette sororité? Alors, je dirais que d'un point de vue psychanalytique, est un lien social. Est un lien social très spécial, parce que je pense qu'il est fondé sur le corps. Ce n'est pas fondé sur un idéal, mais comme mes sœurs ont dit tout à l'heure, il y a cette bizarre concentration des singuliers et des collectifs. C'est-à-dire les singuliers n'est pas refoulé, c'est-à-dire n'est pas rejeté. Les singuliers, souvent traumatiques, n'est pas refoulé, n'est pas mis à côté. C'est pas qu'on ne veut pas les regarder, on veut les regarder. Le corps réagit avec ça, souffre, ce que j'appelle symptomé, traversé par un symptôme, mais le fait qu'on ait plusieurs, avec cette douleur du corps, ça devient quelque chose d'autre, et ça guérit. Et ça peut devenir même un lien social très heureux. C'est vraiment une solution par rapport à
ces traumatismes, disons, singuliers qui ne peuvent être traités beaucoup de fois. Et je dirais seulement une autre chose, est vraiment très différent de la fraternité. Ce n'est pas l'équivalent. D'ailleurs, je dirais que la sororité n'est même pas genrée, je veux dire, d'une certaine façon. C'est vraiment une modalité très particulière. Alors que dans la fraternité, la psychanalyse est plein de fraternités. Il y a de la fraternité pour toujours. Par contre, sororité, paf, on n'en parle pas. Jamais, sauf pour penser les femmes en rivalité ou des situations compliquées. Mais disons, la fraternité se met en place à partir d'un idéal commun. Se met en place à partir d'une identification à leader, en personne forte. Alors que la sororité se met en place à partir de l'ouverture face à ses propres traumatismes et à la manière de les traiter avec les autres. Voilà. Ça me fait penser à ton idée du symptôme sororal. On y reviendra, mais quand tu dis le corps qui souffre, ces corps, ces individualités, ces personnes qui souffrent, se reconnaissent par exemple avec le cri MeToo et qui, d'une certaine manière, sont en contagion de symptômes. Tout le monde se reconnaît et ça crée une horde de sœurs. Et c'est là que, justement, on se reconnaît et ça permet d'aller de l'avant. Donc, c'est une idée que tu déploies beaucoup dans ton livre. Oui, pour dire une chose, c'est vraiment, je pense qu'on a besoin du corps pour faire la révolution. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Marx. Donc, je pense que si on n'implique pas les corps avec les idées, on ne va pas très loin. Donc, je pense que si, disons, les femmes qui ont soutenu les mouvements MeToo et nous toutes, qui les faisons, comme tu disais tout à l'heure, à partir de nos différences, à partir de nos, encore une fois, c'est un groupe, la sororité est désordonnée, elle n'est pas unitaire, c'est pas comme l'armée, c'est pas quelque chose de cet ordre-là. C'est très différent au niveau des races, au niveau des races, au niveau des sexes, au niveau de tout ce qui peut faire la singularité d'un être humain. Mais disons, elle se manifeste notamment à partir du fait que les corps n'en peuvent plus. Voilà, les corps ne peuvent plus supporter et donc ils crient et donc les mondes changent. Voilà. Alors, en parlant de ce corps... J'espère, mais c'est déjà le cas, quand même. C'est clairement, en tout cas, ça me donne la possibilité d'aller tout de suite au chapitre que j'avais souhaité aborder maintenant avec vous. C'est le traumatisme. Ce corps, en fait, dans n'importe quelle situation, que ce soit du sexisme, que ce soit de la violence domestique, que ce soit de la violence systémique, que ce soit de la violence sur scène ou dans le privé, peu importe, c'est là que s'exprime la douleur dans le cœur, dans la tête, dans l'enfance aussi. Et si vous êtes OK, on va essayer de faire un petit tour des traumatismes qui vous ont façonné. Dans le sens, ces traumatismes qui vous ont... c'est deep, je sais. Mais d'une certaine manière... mon expérience de journaliste qui va souvent creuser sur ces thèmes de l'intime me permet de dire aussi que de revisiter ces traumatismes-là permet de ensuite pouvoir construire pour aller vers un sens plus général et peut-être réussir à donner aussi des outils par l'exemple de la manière dont on s'en sort. Parce que si vous êtes là avec moi aujourd'hui, c'est que d'une certaine manière, vous avez trouvé des voies, vous avez trouvé des outils, vous avez trouvé des carrières, vous avez trouvé des passions, vous avez trouvé des amis, vous avez trouvé des sœurs aussi. Donc en fait, j'aimerais commencer avec toi, Nina. Toi, tu as une enfance assez particulière, dans le sens où tu as dû prendre soin de ta maman, si j'ose dire, en quelque sorte. Peut-être je te laisse expliquer. Oui. Alors, comment commencer parce qu'on a parlé au téléphone, c'est pour ça. Et si tu veux, non, je saute juste. Non, c'est très bien. C'est juste, je réagis à ça, à ce que tu viens de dire. Alors moi, je suis grandie à Lucerne, dans un petit village catholique. J'étais le seul enfant protestante. Maintenant, je suis plus à l'église, mais c'est déjà ça, peut-être, qui était aussi une forme de traumatisme aussi. Quand j'ai dit je m'appelle Nina, on m'a dit c'est pas un vrai nom. On m'a dit la prochaine fois tu reviens avec ton vrai nom. Et j'ai dit non, c'est mon vrai nom, Nina. Non, c'est pas possible, ça peut pas être ton vrai nom. C'est pas un nom, tu peux pas être baptisée Nina. Et en fait, elle a insisté, la personne, que en fait, moi, j'ai cru quelque part, mais je savais que c'est pas juste. Mais
j'ai un peu douté. Je pensais peut-être c'est vrai, peut-être je m'appelle vraiment pas Nina, peut-être je suis vraiment, j'appelle Christina ou Katharina et j'ai juste jamais entendu et ma mère, mon père ou ma famille m'ont menti. J'ai grandi avec beaucoup d'amour, j'ai vu mes parents danser. Je suis grandi avec beaucoup de privilèges. J'ai pu faire du piano, j'ai pu faire de la danse classique. J'ai plus tard peu faire avec l'aide de ma famille l'école théâtre, un petit moment l'Uni et les beaux-arts. Mais dans ma vie, avec quelque chose qui n'est pas du tout genre mon struggle individuel, c'est ma mère, elle était très malade. Et elle était malade d'alcool et personne ne savait. Et à 14 ans, c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai déjà dit ma copine, à 14 ans, j'ai osé dire à ma meilleure copine, mais seulement parce qu'elle était en détresse, elle a pleuré dans les toilettes parce qu'elle venait d'une famille, papa médecin et son frère avait un problème de toxicomanie et il y avait un ami à lui qui est décédé de suicide. Donc vraiment une situation extrême et elle était en larmes et c'est seulement à ce moment-là j'ai osé pour la première fois dire moi aussi un truc très 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 grave. Et enfant j'étais toute seule comme beaucoup d'enfants. Et oui, et effectivement, j'ai pris soin beaucoup de ma mère. J'ai souvent pas dormi les nuits. Et là, c'est pas du tout moi la victime. C'est juste aussi dans tout ce travail que je fais aussi ensemble avec ma famille, ou des fois aussi dire non, stop. Mais c'est vraiment pas du tout une accusation contre mes parents. Ils étaient aussi juste à leur place, ont fait les deux ce qu'elles ont pu, mais on était très très seuls. C'est pas que moi, on était très très seuls parce que, en fait, ça se dit pas. C'est vraiment un truc, moi, je sais pas si l'envie était plus grande d'être vue et d'être aidée ou la peur d'être vue. Et j'ai fait une pièce ensemble avec ma mère, comme je crée des pièces, et sa pièce s'appelle Alcool, et ma mère, elle a dit, non mais, tu peux faire ça après ma mort seulement. Et après, c'était intense, c'était ok, d'accord, peut-être je vais aider d'autres. J'ai dit non, mais t'es pas non plus là tout à coup, et moi non plus. Hein. Si je raconte mon histoire, c'est juste une histoire parmi plein d'autres. Et je suis pas tout à coup la héroïne des enfants qui vivent avec une malade d'alcool dans la famille, parce qu'on a tellement... Mais je crois que c'est chouette, il y a seulement une seule personne à chaque fois qui se sent un peu pas seule ou moins seule, c'est déjà quelque chose. En tous les cas, à la fin, on a fait cette pièce ensemble, parce qu'elle est encore en vie, et elle fait des exercices. Elle a choisi un nom d'artiste, donc c'est pour ça, elle s'appelle tout à coup Sarah. C'est un nom qu'elle avait toujours voulu, donc finalement, ce qui n'était pas possible dans la vie est possible aujourd'hui sur scène. Et c'était pour ça, c'était un peu une histoire d'amour avec l'art, pas parce que ça m'a guéri pour ça, ou peut-être un petit peu aussi, mais pour ça, il y a des thérapeutes beaucoup, beaucoup trop chouettes. Je peux pas faire semblant que tout à coup, je suis aussi une thérapeute. Mais en tous les cas, ça a aidé parce que c'est un peu cette possibilité qu'il y a à l'art de dire « Ok, j'étais très seule et j'avais tellement envie de pouvoir aller de temps en temps dans une autre famille. » Et c'était pas possible. Mais aujourd'hui, sur scène, c'est possible parce que si ma mère, pour n'importe quelle raison, elle peut pas venir sur scène, il y a des personnes qui remplacent. Des remplaçantes ? Des remplaçantes. Et juste pour finir, qu'est-ce que je voulais encore dire Si tu trouves ce que tu as à dire, je te le laisse. Mais moi, j'avais envie de venir là-dessus parce que, en fait, ta force, c'est d'avoir... su trouver justement une première amie, quelqu'un qui a pu partager quelque chose avec toi, et ça a enclenché, ça a mis cette graine d'espoir dans ton cœur qui a fait que après tu as pu refaire ce même processus dans d'autres circonstances que la vie t'a apporté comme femme artiste et dans différents milieux. Et je trouve intéressant de voir que ça a starté là pour toi et que maintenant aussi tu as pu en faire une force, même si c'est pas toujours facile de sortir du traumatisme et des fois on y reste toute la vie. Est-ce que tu as retrouvé ce que tu voulais dire ? Ouais. Parce que quand on joue la performance, il y a beaucoup de personnes qui savent justement pas trop si c'est vraiment, vraiment, vraiment ma mère.
Et c'est important parce que tout au début de la pièce, je dis aussi, si c'est vraiment, 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 vraiment ma mère biologique, ma vraie histoire, pour moi, c'est super important. Et moi, je suis tellement remerciante que toi, tu es aujourd'hui avec moi sur scène. Ouais. Et t'es pas juste quelque part venu à un moment donné pour voir une performance et t'as méga la honte et méga la culpabilité. Mais pour la pièce, c'est pas important du tout. Et puis, des fois, à la fin, il y a des personnes qui se fâchent presque un peu, qui disent, mais est-ce qu'elle est maintenant ta mère ou pas? Est-ce que c'est maintenant ta vraie histoire ou pas? Et c'est un peu... Mais bien sûr, c'est mon histoire. Mais ça reste dans le cadre de l'art que je peux dire, moi, je suis actrice, comédienne ou artiste, whatever. Et ça reste dans un truc un peu de... C'est pour ça que j'ai dit histoire d'amour avec l'art, parce que j'ai découvert, mais ça donne un cadre de sécurité aussi. De créer on va dire une sorte de docu-fiction comme ça. Oui, parce que même si là je suis aujourd'hui et j'ai dit oui c'est mon vraie histoire, ça reste pas. C'est possible que je suis ici et je mens et je suis juste comédienne et je dis oui j'ai vécu ça. De votre côté, qu'est-ce que vous avez envie de partager de vous, d'un traumatisme qui vous a peut-être construit et qui fait que vous êtes la femme que vous êtes aujourd'hui? On va commencer avec Flesh Love. Déjà, je trouve ça très beau ce que tu as raconté, le fait de faire de l'art avec sa mère et d'alchimiser ce que tu as vécu. Je trouve ça me fait penser à Maïwenn aussi, qui avait fait son film là, sur son père maltraitant. Et aussi, ça me fait penser cette question à les différentes étapes du trauma et de la guérison. Moi, j'ai beaucoup parlé de ce que j'ai vécu, pas spécialement devant des audiences, et je me rends compte qu'aujourd'hui, je suis à un stade de ma vie où en fait, revisiter constamment le trauma, c'est pas ce dont j'ai besoin. Et c'est pas en tout cas ce qui me fait du bien. Il y a différentes étapes, il peut y avoir la colère, il peut y avoir la tristesse, et puis il y a pour moi la phase de l'intégration, c'est-à-dire l'acceptation de la situation telle qu'elle a été, la non-culpabilité. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse moi en tant qu'artiste, c'est de partager mon histoire d'une façon universelle qui permette aux gens de se reconnecter. Et l'art, notamment avec mon album Guérison, permet aussi, comme tu disais, cette frontière où on ne sait pas réellement si c'est nous, si c'est pas nous. Elle permet aussi une mise en scène qui protège aussi. Et donc, du coup, moi, j'ai utilisé notamment mon histoire pour créer. Donc, en gros, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est donc je fais partie de nombreux enfants qui ont été maltraités. Et j'ai trouvé intéressant, en fait, de ramener ça dans la musique, parce que je trouve que c'est une thématique dont on parle pas assez. Il y a un réel aussi coût, et ça c'est intéressant, je me disais que peut-être que si on parlait d'argent, les politiciens et politiciennes s'intéresseraient à la maltraitance, mais il y a un réel coût de la maltraitance, et il y a un coût financier, mais il y a un coût aussi humain. Il suffit de voir les gens qui nous gouvernent. Trump notamment est aussi un enfant blessé, alors c'est vrai qu'on se moque beaucoup de lui, mais il y a un super docu sur lui sur Arte en ce moment, et Kamala Harris, c'est quand même quelqu'un qui rejoue une blessure d'abandon, de reconnaissance avec un père affreux, et son propre frère s'est suicidé. Et donc c'est pas du tout j'ai pas énormément de sympathie pour cet homme, mais ça permet de voir que derrière chaque homme monstrueux ou femme monstrueuse, il y a d'abord un enfant maltraité. Et si cette thématique vous intéresse, il y a une écrivaine qui était pédopsychiatre, qui s'appelle Alice Miller, qui est d'ailleurs morte en Suisse, et qui a écrit plusieurs livres sur ça. Et notamment, il y a un livre passionnant sur l'enfance des dictateurs, où tout d'un coup, voilà, elle dit qu'on met les dictateurs à distance en disant, voilà, ils sont nés monstrueux, et en fait, on découvre, que ce soit de Hitler à Ceausescu, en passant par Hitler, non, j'ai refait un tour de nouveau sur Hitler. Parce qu'il va tellement pas bien en passant par Staline, qu'en fait ce sont d'abord des enfants maltraités qui n'ont pas eu, et c'est ça que je trouve passionnant et fascinant dans ce qu'elle raconte, c'est que la différence entre deux Hitler, entre deux personnes qui auraient exactement la même histoire, celui qui devient le monstre qu'on connaît et celui qui ne devient pas le monstre, c'est que celui qui ne devient pas le monstre rencontre ce qu'on appelle un témoin secourable, quelqu'un qui dans son enfance lui donne l'opportunité de voir une autre réalité, une espèce de métamonde, quelqu'un qui te tend la main et qui te dit non mais ce que tu vis n'est pas normal et en fait tu peux vivre autrement. Et donc voilà, moi c'est en tout cas des choses qui m'intéressent beaucoup, et voilà. Et donc la question de la maltraitance sur les enfants me touche parce que je vois l'impact, la vibration que ça a dans le monde dans lequel on vit, de celles et ceux qui nous gouvernent la majorité du temps. D'ailleurs, la Suisse est intéressante politiquement parce qu'elle met pas l'ego d'une personne en avant. Il y a un système qui est différent. Mais donc voilà, moi j'utilise ma blessure pour créer. Et pour amener aussi une discussion autour de la maltraitance, mais pas que, de la résilience en fait. Aussi, c'est ça qui est fondamental, c'est que on invite beaucoup les femmes à parler de leur souffrance, et je trouve ça intéressant et bien. On le demande moins aux hommes, ça c'est très intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'étalage qu'on doit faire de ce qu'on a vécu, de nos traumas, et parfois on n'a pas envie de le faire. Il y a raison, et d'apprendre aussi à mettre nos limites.
Mais il y a aussi la résilience, et moi c'est ça qui me touche autant. Alors il y a des auteurs comme Boris Cyrulnik notamment qui en parlent, mais des femmes comme Audre Lorde qui en parlent très bien, Bell Hooks et plein d'autres. Mais moi ce qui m'intéresse c'est, ok, on est avec ça, on est malheureusement, on parle d'un enfant sur 3 qui est maltraité pour le coup, et donc ça c'est des statistiques, mais les maltraitances vont d'humiliation à violence sexuelle, il y a un spectre qui est énorme. Et en fait, comment on fait pour sublimer ça? Et moi, c'est ces discours-là qui m'intéressent aussi. Je pense à Oprah Winfrey, notamment, qui a une enfance terriblissime et qui partage ça. Et voilà, et moi, c'est aussi ça que j'ai envie de partager, c'est qu'il y a une vie, on n'est pas que l'enfant... c'est Clarissa Pinkola Estes, dans le livre « Femmes qui courent avec les loups », qui parle du fait qu'on n'est pas juste victime. En fait, c'est une partie de notre histoire et on est plus. Et voilà. Et moi, dans la musique, autant je parle de maltraitance un tout petit peu dans une chanson qui s'appelle Hayati où je parle de mon père, mais avec la réflexion, et c'est ça que je trouve beau de le relier à une écologie. Ça veut dire que je me pose la question à chaque fois qu'on bat un enfant, est-ce que c'est pas la terre qui tremble? Est-ce que le tsunami c'est pas toute la peau des enfants tendus, tout d'un coup il y a une explosion, un espèce de lien à la nature, ça, parce que notre façon de traiter la nature, elle dit aussi comment on traite les êtres humains. Et donc je trouve ça assez beau aussi. Ce qui est très intéressant dans ton travail aussi, c'est comment tu mets ça en lien avec le spirituel, en fait. Comment toute cette formation de vie, tous ces coups qu'on prend et qu'on arrive à dévier et qui deviennent finalement comme des bijoux, en fait, ou comme des espèces de rampes de lancement pour un ailleurs. Et je crois que ça, c'est quelque chose, une de tes forces, c'est que tu vas chercher, tu es comme un poisson pilote, tu vas chercher beaucoup de choses et après tu t'appuies dessus pour aller toujours un petit peu plus loin. Maintenant, on va aller vers Sylvia. Oui, c'est très bizarre pour moi parler de mes traumatismes parce que je suis plutôt habituée à écouter les traumatismes des autres, mais on y arrivera. Mais en tout cas, d'abord, par rapport à tout ce que vous avez dit toutes les deux, il est vrai qu'en même temps, on voit que dans les travaux artistiques, comme vous les décrivez, on voit déjà que là, il y a déjà un rapport sororal, je dirais, avec le public. C'est-à-dire, pourquoi j'ai dit sororal, et j'essaie comme ça de les définir encore une fois, c'est-à-dire l'effet qu'il y a une blessure, un traumatisme singulier, on n'a même pas besoin de l'évoquer, mais il traverse les travaux que vous faites, et il y a un public. Donc, soit le public, si le public est touché par ça, si le public pleure, si le public a des affects, si son corps réagit, qui n'est pas simplement en train de réfléchir, mais vraiment que le corps est affecté par ce que vous faites, ben là, il y a déjà quelque chose de l'ordre de la sororité. C'est-à-dire un partage d'un corps, encore une fois, traversé par des symptômes, par des affects, par une souffrance. Et là, quelque chose s'est créé du lien sororal. Donc je pense que l'art, je n'y avais jamais pensé, mais en vous écoutant décrire vos expériences, je pense que dans ton cas, la question de ta mère, les côtés d'une enfance maltraitée, etc., je dis vraiment, au fond, je pense aussi que l'évocation du trauma, bien sûr, est important, mais je pense que ce qui est important, c'est ce qui se passe après. C'est-à-dire, est-ce que ce trauma a quelqu'un qui peut l'écouter? Est-ce que ce trauma a aussi quelqu'un qui peut les revivre à partir de sa position singulière? Il y a une rencontre à partir des singularités qui sont complètement distantes, mais quelque chose se passe. Je vous donne un exemple. Pour moi, c'était un peu comme ça, la question de la sororité. Au fond, je me suis intéressée à ces questions, au fond, tout simplement avec mes patientes. Je dois dire que je faisais partie plutôt de quelqu'un qui était dans un monde intellectuel, plutôt masculin, donc c'est plutôt on est fort, on essaie de faire comme les hommes, etc. Donc même ma direction de la cure a complètement changé quand j'ai eu des femmes, bien sûr, j'ai toujours eu des personnes qui me parlent de leur traumatisme, mais ces femmes qui étaient impliquées dans les mouvements MeToo, des proches activement, des personnes même très connues qui en France ont participé très activement, d'autres en distance sur les réseaux sociaux, simplement en criant MeToo. Et c'est là que tout d'un coup, quelque chose de ma vie s'est réactivé grâce à cette expérience dont mes patients me parlaient. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas simplement
être un analyste qui écoutait, qui après essayait de faire une interprétation, les dips, les choses, mais où est votre désir quand vous faites ça? Je veux dire, par rapport un peu à un standard avec lequel nous sommes préparés. Il y avait quelque chose où j'étais profondément active, ça m'arrivait de pleurer. Parfois, évidemment, la patiente ne me voyait pas parce qu'elle était sous les divans, heureusement. Mais disons, en tout cas... Pourquoi heureusement? Pourquoi est-ce qu'on... Parce que j'ai l'impression justement que de ton approche... Parce que je ne voulais pas qu'elle se concentre sur moi. Voilà, je veux dire, la question, c'est que quand même, elle vient pour elle vient pas pour... C'était pas du tout, voilà, c'est ça, c'est pas du tout de l'empathie, c'est ce qui se passe pour moi dans la sororité. C'est quelque chose qui est vraiment au-delà de l'empathie. C'est vraiment... Parce que l'empathie implique toujours un peu une projection imaginaire. On imagine éprouver la même chose que l'autre. Alors que moi, je n'imaginais pas du tout éprouver parce qu'elle était tellement, ce qu'elle me disait, elle était tellement insupportable, je veux dire, et tellement impartageable. Mais moi, j'avais de mon côté quelque chose qui s'est réveillé et que je connaissais par rapport à ma vie. Donc c'est là que j'ai recommencé à dire, peut-être il faut écouter autrement, et en même temps, tout ne s'arrêtait pas au niveau de la cure. Cette personne, il n'y avait pas que moi. Hein, voilà, l'analyste, allez hop, c'est là, tout est là. Non, il y avait d'autres personnes. C'est-à-dire d'autres femmes, encore une fois, MeToo, MeToo et MeToo. Elles pouvaient se rencontrer avec elles pouvaient aller à des manifs ensemble, elles pouvaient aller dans des centres, elles pouvaient simplement mettre un like sur MeToo, sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, et cela changeait vraiment la donne. C'est-à-dire l'effet, encore une fois, et là que j'ai vu vraiment comment les singuliers et les collectifs, même d'un point de vue psychanalytique, de la cure, du lieu de la cure, qui est un lieu, disons, isolé, où la personne vient toute seule, etc., il y avait tout de suite ces renvois vers les sociales, vers les collectifs, qui étaient très importantes. Donc, tout ça pour dire, encore une fois, la question du traumatisme, pour ce qui me concerne, j'ai tout simplement... c'est curieux, parce que les traumatismes, en même temps, quand on fait une longue analyse comme je fais, je me suis rendu compte que ce n'est pas disons, les faits, ce n'est pas ce qu'on raconte. Au fond, on ne sait jamais ce qui se passe dans les traumatismes. On peut les raconter 40 000 fois, mais c'est quelque chose, vraiment, notamment c'est là, c'est quelque chose de très énigmatique. Bien sûr, on peut voir où est, disons, la personne responsable, et déjà, moi, je pense que si on le dit, on n'est pas victime. Jamais, quand on parle, on n'est jamais victime. Mais au fond, ce qui s'est passé, c'est notamment quelque chose d'inexplicable. Voilà. Même si on l'explique, il y a toujours un reste qui fait partie notamment du mystère de notre désir et de notre existence. Et pour ce qui me concerne, évidemment, moi, ma mère a été, disons, une personne dont toute sa famille était des partisans italiens lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle, disons, elle s'est sauvée par miracle, alors que dans une rencontre avec des Allemands, ils lui ont tué toute la famille. Et donc, évidemment, moi, j'étais très distante parce que ma mère était quelqu'un de très solaire, très vivace, très actif. Et de toute façon, je l'ai découvert un peu après, cette histoire. Et après, elle a commencé... à s'intéresser de plus en plus, à revenir encore une fois sur son traumatisme. Et en même temps, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé par rapport à mon rapport avec elle. Par rapport à ce traumatisme qu'elle a vécu, par rapport à ce que j'ai vécu moi de ces traumatismes. Je ne sais pas, mais je sais qu'il a créé un lien avec elle absolument incroyable. D'ailleurs, le livre est dédicacé à sa mémoire, que ma mère, je l'ai perdue en 2020. Donc, voilà, c'est ma sœur la plus précieuse, évidemment. Je pense que si je n'avais pas eu ma mère, voilà, je n'aurais pas pu, avec notre relation, je n'aurais jamais pu écrire un livre pareil. Au fond, je n'ai pas de sœur. Et donc, c'était elle, ma sœur. Et en tout cas, je pense que je ne sais pas ce qui a fait, mais disons, les finales de ma vie, c'est-à-dire mon activité de psychanalyste, au fond, ça fait que les personnes m'abandonnent, mais d'une façon positive. Donc le fait qu'elle vous abandonne pas. Voilà, mais au bout d'un moment, elle m'abandonne parce qu'ils finissent, j'espère, au bout d'un moment. Mais disons, donc c'est toute notre rencontre, imaginez, c'est créé sous le fait que ça va finir. Et c'est curieux que je pense que
peut-être ces manières de rejouer l'abandon de cette autre façon par rapport à l'abandon qu'elle a subi et que moi j'ai subi, et de façon transgénérationnelle. Je pense que c'est à l'origine de cette rencontre sororale et époustouflante que j'ai eue avec la psychanalyse. Voilà. Donc voilà, une manière de dire, on rejoue le traumatisme, il est toujours là, probablement quand je vois mes patientes, mais tout à fait dans un autre contexte. Pas art, mais quand même psychanalyse. C'est génial parce qu'aujourd'hui, on pourrait quand même faire beaucoup de critiques à la psychanalyse, mais quand c'est la psychanalyse de Sylvia Lippi, avec Sœur et Valérie Solanas en fond, on a envie d'y croire, on a envie de penser que en fait, cet art du soin, de l'écoute, cette structure-là, en fait, elle peut être transformée et elle va au-delà de ce qu'elle fait aux femmes, en fait, au tout début. Voilà, donc merci pour cette audace. Et je crois aussi parce que ça te joue des tours parfois, d'être au-delà de l'émotion. Mais c'est très courageux, en fait, d'avoir ce point de vue-là, dans ce milieu-là. Dans le cadre de l'hôpital aussi. Nina, ça te fait réagir? Je peux juste ajouter un petit truc par rapport à parler de traumatisme et individuel. Juste quelque chose qui m'a touchée. Alors pourquoi parler de ça? Par exemple, ce qui concerne concrètement là mon exemple, c'est dans la culture, l'alcool par exemple est encore tellement célébré. Et il y a beaucoup de mensonges et on oublie les personnes qui en souffrissent énormément, donc on va exclure les personnes malades et on est très vite en train de dire qui est malade, qui est dépendante, qui est codépendante. On fait des groupes et ça c'est juste sa santé déjà petite, sa santé faux. Et du coup il y a un côté aussi tout à coup très large. Est-ce que je suis comme je suis parce que j'ai eu les parents que j'ai eus, ou est-ce que je suis aussi juste malade du capitalisme? Par exemple, d'avoir tellement peur de rater, tellement peur de louper. Bien sûr, on pourrait dire « Ah, parce qu'elle a vécu avec une maladie d'alcool, elle a essayé de sauver sa mère. » Mais en fait, quand je partage avec mes copines, amies, on a la même chose. Elles ont eu peut-être une enfance différente. Donc, est-ce que des fois, c'est pas aussi cette stratégie de laisser l'individu pour ne pas se mettre ensemble et dire non, stop, on veut plus ça. On n'a plus envie de vouloir être plus forte que l'autre, de devoir réussir, de devoir montrer son CV parce qu'on a ça, c'est ça. Et de dire, ouais, on peut expliquer. Nina, par exemple, elle a peur de louper parce qu'on peut expliquer par son histoire, par son traumatisme. Et en fait, est-ce que c'est pas plus ce qu'on nous lit? Et donc, c'est aussi, c'est du coup, c'est juste ça m'a venu en écoutant vous un peu à l'esprit. Ce qui me semble important de souligner. Il ne s'agit pas de dire ah oui, moi j'ai eu ça et c'est stop. Non, c'est très complexe. Et non, toutes les choses sont dynamiques. Pardon, simplement une chose d'ailleurs, je pense que si MeToo, il y avait une personne seule, ne marche pas. Là, il y a une situation avec quelqu'un qui est, par exemple, accusé, un grand écrivain haïtien. Et donc, j'ai des amis au Brésil qui ont traduit son livre. Ils m'ont demandé, est-ce que tu penses que je dois continuer la publication, on doit lancer ces bouquins du moment qu'il y a une personne qui a fait, une femme racisée qui a fait, qui l'a accusée. Elle est seule. Donc, évidemment, eux, ils ont interrompu la publication, mais si cette femme va rester seule, parce que la ex-femme de cette personne ne veut pas témoigner, si cette femme va rester seule, rien ne se passera. Comme MeToo. MeToo a été possible parce que beaucoup de personnes ont dit MeToo. S'il y avait une seule personne, ça ne servait à rien. Bon, d'ailleurs, on peut dire MeToo ici en Suisse, et ça reste une catastrophe aussi. Les MeToo ici sont... J'ai pas l'impression que c'est la même chose qu'à Paris, par exemple, ou que dans d'autres pays. Dire MeToo en Suisse, c'est encore pas aussi facile que dans d'autres pays. Non, en fait, il y a personne qui est tombé. En Suisse, non mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on a entendu, il y a eu des choses qui sont sorties, mais il n'y a personne qui a été cloué au pilori, comme ça a été le cas en France. Après... Gérard Depardieu va toujours tourner. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a on est cancel et très vite aussi, parce qu'on est dans une société du buzz, donc il y a quelqu'un qui tombe et qui serre les fesses en se disant de toute façon, il y a quelqu'un d'autre qui va tomber dans 2 jours, donc l'attention va être sur quelqu'un d'autre. Donc en France, pour le coup, on en parle, et je ne sais pas à quel point il y en a qui ont vraiment été cancel et qui ont perdu des contrats.
Mais en Suisse, c'est vraiment, en tout cas, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui ait vraiment été cloué au pilori et qui ait eu des conséquences négatives sur sa carrière. Voilà, moi je peux dire, c'est vrai, hein, c'est-à-dire c'est très long et c'est très compliqué, mais je peux dire par exemple au niveau des universités, où moi je vois la différence avec l'Italie, où non seulement les personnes sont tombées, on n'en parle même pas, ça n'existait pas MeToo, et je vois par exemple, voilà, les professeurs peuvent, avec une doctorante, avec une élève, je veux dire, ils ont une totale possibilité d'expression sur toutes les formes. Or, je peux vous dire qu'en France, je fréquente assez les milieux universitaires, je peux vous assurer que, disons, il faut attention. On ne peut plus, donner des rendez-vous n'importe où, utiliser un certain langage. Je veux dire, quelque chose est en train de changer. Et au fond, moi, je me dis, ce qui est peut-être intéressant, vraiment aussi, au-delà, évidemment, des personnes qui méritent d'être punies, hein, je veux dire, c'est pas du tout... je suis, bien sûr, j'ai une origine un peu foucaldienne, donc je ne pense pas que c'est la prison parfois qui résout les choses, même si dans ces cas-là, oui. Mais disons que ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait une autre habitude vis-à-vis, encore une fois, de la manière avec laquelle on traite les femmes. Les étudiantes, les femmes au travail, les infirmières dans les hôpitaux, les psychologues dans les hôpitaux, etc., etc. Donc je veux dire, déjà ça, je pense que ça commence quand les gens y réfléchissent. Et en tout cas, ils les appellent. J'ai même des patientes, des situations qui ont évidemment porté plainte, même, je dirais pas vraiment porté plainte, mais disons qu'ils ont pu dénoncer dans les lieux de travail et quand même quelque chose est fait. On sent en tout cas que le travail est en marche, même si on sait toutes les difficultés et tous les conséquences que ça peut encore avoir sous nos latitudes. Nina, j'aimerais qu'on vienne maintenant à Art et Care, Art plus Care. Est-ce que tu es d'accord de nous raconter comment est né ce collectif de femmes qui se donnent de l'aide parce que d'abord, ça s'appelait Family Business, si je me rappelle bien. Est-ce que tu peux faire la genèse de ça? Il y avait plein de mots et de titres, de noms. Il y avait aussi personne devient mieux sans pause. Personne devient mieux sans pause? Oui. Ok. Personne devient mieux sans pause. Pause, ouais, de se reposer. Tout le monde. Et d'ailleurs aussi, on s'aide, mais ce mythe que tout le monde a besoin d'aide. C'est vrai quand même, on a un peu besoin. Oui, tout le monde, voilà, un peu. Il ne faut pas tomber les escaliers pour se rendre compte qu'on est fragile. Mais... alors, nous, on était... alors, déjà, ça a plusieurs origines. Et d'ailleurs, il y a tellement d'initiatives. Donc, ça, déjà, c'est chouette. C'est juste aussi un petit grain à Care parmi plein d'autres. Mais concrètement, on était dans la compagnie Ultra. On était un peu enceinte en même temps avec ma copine Myriam. Et puis, on a les deux pas avortés. On avait tout à coup des bébés. Et puis, on s'est posé la question. Déjà, on faisait aussi une pièce, Where is your partner? Une pièce qui voulait dire quelque chose par rapport aussi à la violence systémique. Oui, exactement. Et que there is not a good guy and a bad guy. Qu'il n'y a pas... Ah oui, là il y a un homme cis brutal. Non, c'est tout le monde fait partie, c'est systémique. Du coup, dans notre groupe Orfeo Thomas, on n'a pas juste pu faire semblant, ouais, on fait maintenant cette pièce ensemble et en fait, c'est venu un peu que on s'est dit aussi, mais on s'appelle le soir. Entre copines. Et on se dit, c'est lourd, hein. Déjà là, avec le bébé, t'as l'impression que t'es horrible comme mère, t'es vraiment la mère. Oui, déjà j'hésitais, je voulais jamais. Et là aussi, de toute façon, et artiste, j'étais jamais peut-être une bonne artiste, et elle pareil. Donc maintenant, on n'est même pas une bonne artiste, pas une bonne mère. Et puis... mais en fait, on est déjà deux. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, struggle individuel, comme un enfant. Tout le monde a fait des thérapies plus tard dans la vie, mais on ne questionne pas trop ce modèle de la petite famille. Et c'est un peu ça, mais en fait, ce struggle individuel n'est pas un struggle individuel. Et on proposait, est-ce qu'on peut travailler moins?
Et les autres de la groupe proposaient, oui, mais il n'y a pas de souci, vous pourrez travailler 80%. Non, nous, on ne veut pas louper les moments de la création d'une pièce de théâtre. Alors, on crée une nouvelle 100%. Maintenant, on travaille 4 jours. On répète que 4 jours et on est payé la même chose. On est payé comme avant. Et on a dit, en fait, on peut demander plus de copines de faire. Et puis, comme ça, on a commencé de faire. Et ça, comme tu as dit, ça avait l'air, le nom Family Étoile, parce que Family, qu'est-ce que c'est? Business. Et après, Art, Kunst und Care, Art et Care. Et en fait, c'est un réseau. J'ai aussi laissé des flyers dehors, si jamais, parce qu'on a un petit... je peux peut-être juste lire le premier... Voilà. C'est au réseau. Et très concrètement, c'est un peu... Ça continue de juste être très accessible, en fait. On a un Zoom ouverte tous les mois. Tout le monde peut venir. Une visioconférence, c'est ça? Ça reste pas encore très divers. C'est encore pas très, très divers, mais... C'est aussi ce qu'on discute, on se questionne beaucoup sur nous-mêmes, mais c'est un réel soutien, en fait. On fait un peu un check-in pendant tout l'échange et ça fait juste incroyablement de bien dans le quotidien qu'après, si tu reçois une lettre du chômage, tu as 40 ans, tu as des enfants et tu dois prouver au chômage que tes enfants sont bien gardés le temps que toi, tu travailles potentiellement parce que tu écris 100%. Et est-ce qu'un homme cis comédien serait posé la même question? Probablement pas. Avec Art et Care, je vais recevoir un mail comme ça, je vais juste plus répondre. Par exemple, parce que je sais que j'ai le soutien, je me sens soutenue. Et puis dans notre, en fait, petite, pas un manifeste, c'est plutôt un flyer, mais ouais, c'est écrit « Le génie artistique prétendument autosuffisant et libéré de toute responsabilité sociale est une idée patriarcale éculée. Elle alimente les mécanismes de pouvoir et reproduit les rapports d'exploitation. » Et voilà, c'est pour ça qu'il y a besoin d'Art et Care. Et nous, on fait partie. Nous aussi, on doit se questionner toujours pour le soin. On a aussi des moments de fight. Mais on écrit à la fin, après, si jamais ça vous intéresse, vous trouvez là la liste dehors. Et nous sommes terriblement en colère et infiniment tendres. Donc, ouais, c'est cette phrase-là que j'avais envie de garder, c'est ça. Infiniment en colère et infiniment tendre, terriblement en colère et infiniment tendre. Je crois que ça sous-tend quelque chose de la situation, en fait, de notre rapport au monde à toutes les quatre, je crois. Parce que, en fait, ce monde, il est tellement... il est insoutenable. On est obligé d'être dans cette colère pour survivre et aussi pour créer des mondes meilleurs. Et créer des mondes meilleurs, ça veut dire faire de la psychanalyse différemment, ça veut dire créer aussi des équipes sur scène différentes. Flesh Love, toi, tu as dans tes équipes une attention toute particulière à créer des mini-sociétés, comme tu appelles. Donc, pour pas que ce soit une monoculture que des femmes cis blanches. Mais raconte-moi, comment c'est? Déjà, je pense qu'il y a personne qui a envie de vivre, genre, en tout cas, même les hommes cis, parce que c'est vrai que dans le milieu de la technique, en tout cas, et c'est en train de changer, et c'est ça qui est super intéressant, c'est que pendant longtemps, moi, quand je tournais avant avec mon précédent groupe, c'était plutôt des hommes de 50-60 ans, pas très déconstruits, cis, hétéros, racistes souvent, et un peu et pas mal sexistes. Et en fait, quand déjà, ça change, parce que le monde de la technique change, et il y a une nouvelle génération qui arrive, qui est beaucoup plus déconstruite, qui est beaucoup plus sensible à toutes ces thématiques-là. Et eux aussi, ils n'ont pas envie, en fait, ces mecs cis-hétéros, d'être qu'avec des mecs cis-hétéros. Et donc, on a envie de recréer une micro-société. Donc, dans notre équipe, il y a aussi des femmes cis à la technique ou des femmes trans. On a aussi des femmes trans sur scène avec nous. Voilà, pour moi, c'est important de créer une mini-société qui ait une diversité. J'ai pas envie d'être non plus qu'avec des femmes cis-hétéros. Ça m'intéresse personnellement pas non plus, parce que la société est pas comme ça. Et donc je trouve que c'est aussi comme ça qu'on crée des dynamiques. Après, bien sûr que je travaille avec des gens qui sont plutôt déconstruits. Mais il y a un truc que je trouve juste intéressant, je voulais revenir là-dessus, mais qu'on occulte beaucoup, et c'est intéressant parce qu'on est en Suisse. Mais moi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager en Amérique du Sud, et il y a quelque chose, on parlait d'aide et tout, mais je trouve qu'on a particulièrement besoin d'aide ici parce qu'on est particulièrement seul. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que moi, quand je suis allée en Équateur, par exemple, et que je voyais des familles vivre dans le même immeuble, c'est absolument impossible financièrement de le faire ici. Alors, si on a une famille dysfonctionnelle, on n'a pas envie de vivre avec, mais ce que je veux dire, c'est que notamment par rapport à la maternité,
j'ai parlé avec des femmes là-bas et la question d'être du baby blues, en tout cas, elles m'ont pas partagé cette expérience-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a la grand-mère, il y a la mère, il y a la tante, il y a l'oncle. Et en fait, il y a un réseau communautaire qui est tellement énorme que cette solitude que je vois et que je ressens aujourd'hui dans la majorité des sociétés, et particulièrement la Suisse. Et en fait, ce que je trouve intéressant aussi pour guérir, c'est s'intéresser à l'histoire d'où on vient. Parce qu'on est touché par nos histoires familiales, et aussi collectif, parce que c'est d'abord les individus qui font la société, mais on est aussi touché et traversé par l'histoire du pays dans lequel on vit. Et ça, c'est quelque chose dont on parle peu. Il y a un ethnopsychiatre qui s'appelle Toby Nathan qui en a parlé, de l'impact d'une culture et des guerres et des traumas d'un pays sur les êtres humains. Il s'est intéressé notamment au Rwanda, mais en fait, la Suisse, et particulièrement Genève, on est juste à côté, c'est pour ça qu'on ne peut pas en parler, mais il y a le mur des réformateurs. Et Genève a été le bastion du calvinisme et du protestantisme dans toute l'Europe. Et c'est pas anodin l'histoire du protestantisme. Il n'a pas été anodin, notamment sur le lien à la musique. Et ça, c'est intéressant parce que il y a eu ce fameux pont entre Carouge et Plainpalais, où d'un côté on avait le droit de faire des jeux de cartes, jouer, et puis quand on arrivait dans l'antre de Calvin, la musique était interdite. Et ça dit aussi quelque chose du rôle des artistes en Suisse qui n'ont toujours pas de statut. Bref, voilà. Mais ça dit aussi quelque chose du plaisir, du silence, qu'il y a quand même un rapport au silence qui est très fort. Moi, quand j'ai dénoncé ce qui m'est arrivé dans mon projet précédent en Suisse, avant que je le fasse en Suisse, on m'avait dit ne le fais surtout pas. Et j'ai traversé, je suis allée en France et on m'a dit vas-y. Et l'histoire des révolutions françaises, la France, je dis pas que c'est un pays parfait, mais son histoire des révolutions invite une voix plus forte, alors que la Suisse, c'est un pays du silence, il faut pas déranger le voisin. Et donc c'est des choses qui peuvent, et donc la Suisse est multiple, bien sûr, la Suisse allemande, la Suisse italienne, il y a des différences culturelles. Mais moi, en tout cas, de me rendre compte que je subissais, en tout cas d'avoir conscience des dynamiques historiques de mon pays, de la Suisse, de l'Algérie aussi, parce que je suis algérienne, en fait, ça m'a ouvert des voies de compréhension qui sont assez incroyables. Et en fait, il y a quelque chose de... Donc, il y a des choses magnifiques en Suisse. Mais en tout cas, voilà, de me rendre compte qu'il y avait un rapport au conformisme très, 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 très fort en Suisse et que quand on est différent, en tout cas, moi, je l'ai extrêmement mal vécu, et que c'était pas personnel. Voilà, c'est ça. C'est de ressortir de cette individualité de c'est moi qu'on attaque et c'est mon histoire. Mais en fait, il y a quelque chose qui est plus grand que moi. Et la chance qu'on a toutes et tous ici, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir partir pour aller me connecter à d'autres histoires et de découvrir du coup en France que la colère était fertile, est considérée comme fertile. C'est intéressant, parfois on y reste trop, mais voilà. De me connecter à l'Équateur et à l'Amérique du Sud où les femmes ont le droit de rire très fort, ce qui n'est absolument pas le cas en Suisse. D'ailleurs, c'est très intéressant, il y avait un article là-dessus. Les femmes n'ont pas le droit de rire très fort, elles font peur. Les femmes, voilà. Et qu'en fait, il y a des archétypes différents et on peut créer notre propre mythologie, notre propre... constellation familiale aussi avec d'autres pays. Et la guérison, elle peut aussi avoir lieu avec des connexions avec d'autres cultures. Le lien à la musique et à la danse, par exemple, en Amérique du Sud, moi, m'a énormément touchée. Là où il n'y a jamais de musique ici. On n'entend jamais de musique dehors. Et donc, c'est notre norme. C'est pas qu'elle est bien ou elle n'est pas bien, mais voilà. Et ça, c'est beau aussi de se dire qu'avec la mondialisation, on peut soit se rendre dans des lieux qui ont des cultures différentes, mais on peut aussi, par le biais de la lecture, de la culture, se connecter à des cultures avec lesquelles on se sent vibrer et trouver notre tribu. Et je trouve que ça, c'est chouette, quoi. Mmh. Trouver sa tribu, la danse, ça me donne envie de rebondir parce que la danse, c'est aussi la came de Sylvia Lippi, j'ai envie de dire. Parce que la danse, dans ton travail précédemment, tu as permis à des patientes et à des patients de s'exprimer par la danse. Oui, d'abord, c'était quand je suis arrivée à Paris. Moi, je suis italienne. Moi, j'ai pas mal voyagé. Avant, j'étais aux États-Unis et puis je suis arrivée à Paris. Et donc, j'ai repris mes études. Et donc, je devais travailler. Donc, j'ai donné des cours des claquettes. Donc, c'est quelque chose qui m'a permis, pendant toutes les années des études, de vivre. Et surtout, quand je travaille encore à l'hôpital psychiatrique, qui ça reste quand même, disons, les points d'ancrage de tout mon travail. Hein. Ce n'est pas par hasard que j'ai travaillé sur Valérie Solanas, qui était quand même une féministe schizophrène. Voilà, ce qui fait la particularité de son discours. Et donc, j'ai travaillé donc en hôpital psychiatrique pendant beaucoup d'années. Là, je suis en disponibilité, mais bon, je vais y retourner l'année prochaine. Et disons que j'ai eu l'occasion, notamment, là aussi, de faire un petit collectif, notamment faire un atelier des danses. Et on l'a vraiment mis en place avec, disons, une façon, disons, où rien était fermé.
C'est-à-dire, vous savez qu'en Italie, en Italie, il n'y a pas les hôpitaux. Grâce à la loi des Basaglia, les hôpitaux psychiatriques n'existent pas. Voilà, ont été abolis et pour moi, c'était la plus belle chose qu'on pouvait faire. Vous dites, qu'est-ce qu'on fait avec les fous? On essaye de penser, disons, malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé, mais Basaglia disait qu'on essaye de penser d'autres manières de les soigner plutôt que de les mettre dedans, dehors des hôpitaux psychiatriques, plus ou moins humanistes. Donc, disons, étant moi des fois basaliennes, donc j'essayais de penser que l'atelier de danse, qui était fait dans un lieu particulier, on avait nos miroirs, etc., que c'était le lieu où il mangeait, qui s'est transformé et devenait, disons, un lieu où faire la danse. Et tous les parois, voilà, il y avait des portes qui restaient ouvertes, les personnes pouvaient venir danser, s'arrêter, courir dans les parcs. Je veux dire, il y avait toute une circulation, danser dehors, danser dedans, danser avec nous, faire leur chanson. Une fois, je me rappelle une patiente qui a commencé à crier, donc on s'est tout arrêté. Elle criait, nous on dansait sous ses cris. Voilà, il y avait eu toutes sortes de possibilités, vraiment dans la grande diversité, et encore une fois, c'est un peu sous une autre forme d'un point de vue psychique, mais un peu ce que tu disais, c'est-à-dire n'est pas centralisé sur la manière occidentale de vivre, et là, ce n'est pas centralisé sur la manière névrotisée, normalisée de vie. Voilà, penser toutes d'autres manifestations du corps qui n'avaient pas, encore une fois, des centres. C'était déplacer les centres d'un point de vue psychique. Ça nous faisait bien à nous tous. Donc moi, que j'étais psychologue, là, j'étais prof de danse, donc j'avais tout à fait une autre fonction. Il y avait des infirmiers qui faisaient, là, ils faisaient dessiner ceux qui ne voulaient pas danser, etc. C'est-à-dire, toutes les fonctions étaient mélangées, tout précis, mais différentes, de façon qui crée tout à fait une autre société psychiatrique. Voilà. Dans 2 heures, les mercredis, c'était ça qui arrivait. Et donc, voilà. Donc, c'est là qui, pour moi, était vraiment important de voir, encore une fois, la force de la différence. Voilà. La force du corps aussi. Et la force du corps. On y revient à ce rythme, à cette pulsion, à cette vitalité qui s'installe dès le moment aussi où on décide de se décentrer. Je crois qu'il y a aussi quelque chose de très fort dans ton livre, c'est l'horizontalité, c'est ta manière de te positionner avec tes patientes. Alors oui, certes, tu n'es pas là pour être en empathie avec elles, mais tu ne te mets pas dans la position de la sachante et c'est tout. Il y a une forme de contagion. Alors, je sais que l'hystérie, c'est un terme qui est pas très bien compris en dehors du cadre de la psychanalyse, mais je vous conseille d'écouter la série documentaire de France Culture de Pauline Chanu, qui s'appelle Les fantômes de l'hystérie. On y entend d'ailleurs Sylvia Lippi. Et l'hystérie devient en fait le lieu d'une revendication, de dire en fait cette folie, elle nous appartient. On a voulu faire de nous des folles et on va jouer les folles. Et maintenant on se joue de vous. Et c'est renverser les stigmates. Et c'est exactement ce que tu fais avec la psychanalyse. Tu la retournes comme un gant. C'est la même chose. Et je crois que c'est ça, en fait, être sœur, c'est savoir dénicher dans les interstices. Mais peut-être que ce sera le mot de conclusion pour que vous ayez du temps de poser des questions, le public. C'est justement trouver ces toutes petites pépites, ces éclats, ces beautés chez les autres, de pouvoir tout à coup se dire « Ok, tu vibres aussi comme ça ». Nina, un mot de fin là-dessus, sur cette manière de tout à coup reconnaître cette vulnérabilité chez les autres qui devient une force. Il me semble que c'est quelque chose que vous faites aussi dans Areker, et c'est aussi ta manière avec All of Me, ton spectacle justement où tu parles beaucoup d'inclusion, où tu fais venir sur scène une personne porteuse de handicap, une personne racisée, une personne... Enfin voilà, vous êtes beaucoup dans ce questionnement-là. Tu vas chercher la magie dans tout ça, dans tout ce que ça représente, de difficultés aussi. Et de questionnement aussi de sa propre position. Là, par exemple, si tu dis All of Me, la pièce qu'on est en train de répéter, c'était que Smiley, Living Smile lui dit, mais peut-être vous la connaissez, c'est une personne indienne, trans, queer, activiste. Mais déjà ça, quand j'ai dit Smiley, trans, queer, trans, activiste indienne, oui, elle est forte dans sa lutte. Mais en même temps, là, en répétant, elle dit souvent, tu vois, moi, j'ai juste envie d'être performeuse. Moi, j'ai juste envie d'être dansée sur scène. Mais je joue aussi et elle est une activiste. Elle adore sa lutte politique. Mais elle dit,
Et là, c'est déjà compliqué. Est-ce que j'annonce, moi, elle, avec quoi? Est-ce que je dis pas juste, elle a un, je sais pas, elle a des, je sais pas quoi, elle, sur sa cheveux, non, pas cheveux, ou sur comment elle rigole, que des fois, elle dit, oui, je suis enceinte, ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est à moi de choisir de l'autre, comment je décris l'autre, et en même temps, là, c'était juste une invitation. Elle dit sur scène, et c'était super, c'est très provocatrice, elle dit, moi je suis le cast parfaite pour votre pièce diversité. Je suis trans, queer, activiste indienne, person of color. Sans papier en plus. Je cherche de l'asile en Suisse, je suis à Lucerne dans un asile center. Mais là, elle vient de gagner le prix de Suisse du théâtre. Mais c'est assez intéressant aussi. Et elle dit ça, et puis moi j'avais honte. À Lucerne, je peux facilement, depuis des années, je fais des pièces. Elle dit, j'ai besoin de travail, c'est mon thérapie. Sinon, je vais pas bien. Je dois répéter, je dois sentir... Engagez-moi. Moi, j'avais honte de l'appeler. C'est un peu, oui, alors j'ai vu ta performance. Et en même temps, on s'en fiche, laissant un peu l'honte et la culpabilité à côté. Tout ça crée. Et puis, elle était juste contente de la travailler ensemble avec ma copine Merette, qui est graphiste, mais qui a hyper envie d'aller sur scène. Et oui, là, j'ai appris, en fait, comment je peux dire, elle définit elle-même comme une personne avec handicap. Et puis, et c'est pas Merette qui est ça et ça, elle a plein de choses aussi. Et nous, on travaille ensemble et c'est un peu la question qui veut quoi de qui. Parce que les deux, plutôt Smiley qui dit s'il vous plaît, engagez-moi. Moi, je me suis dit alors peut-être j'appelle, on va faire une pièce ensemble. Merette qui m'appelle en tant que copine. Moi, j'ai envie d'être sur toutes les scènes. J'ai envie d'être vue parce que j'ai hyper envie qu'on paye. Qu'on paye à l'entrée le billet de théâtre pour me voir. Parce que dans le quotidien, des fois, c'est dur de sortir. Parce que j'ai un peu un corps qui est un petit peu différent. Mais en fait, je paye moi, normalement. Donc maintenant, ça m'a fait juste plaisir d'être sur scène, d'être dans la lumière, d'être visible. Parce qu'on paye pour me regarder. Et ce gaze, normalement, c'est moi qui paye. Et puis, pour te dire, oui, je crois que c'est l'insécurité. Après, ça peut énerver aussi. On peut aussi, entre copines, me dire... Ah, mais Nina, est-ce que là, t'es tellement insécure, t'as choisi à un moment donné d'être un peu chou et pas trop cool, et c'est aussi peut-être une stratégie. Oui, on peut tout questionner, aussi mettre l'insécurité sur l'insécurité. Et je crois que c'est ça qui peut nous lier, de pas arrêter de parler en même temps, des fois, de faire du silence. De faire du silence, je crois que c'est presque un bon mot de conclusion. J'ai envie tellement de vous applaudir, de vous remercier aussi pour vos failles et vos forces, en fait. Voilà.